Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la seule conseillère départementale élue et même réélue au premier tour. C'était en juin dernier aux élections départementales. Bonjour Carole Thiebaud-Godet. Bonjour. C'est vrai que c'était une des particularités. Vous avez été avec votre binôme Alain Roussel, les deux seuls donc à être réélus au premier tour. Une fierté, j'imagine, même si il faut évidemment mettre en balance aussi le taux de participation qui était très faible, comme partout. Voilà, effectivement, on était heureux d'être réélus, c'est sûr. Après du taux de participation, parce qu'on s'était mobilisé avec les nouvelles technologies, chose qui était assez nouvelle pour nous, et on a fait des campagnes via les réseaux sociaux, donc ça a prouvé en tout cas la plus-value que ça pouvait apporter dans les résultats. Alors, vous êtes première adjointe de votre commune de Lérins depuis 2008, me semble-t-il, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'action sociale, vice-présidente de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest, vice-présidente du SDIS également. Quel sens donnez-vous à cet engagement qui est protéiforme aujourd'hui ? Alors, je suis première adjointe à Lérins depuis ce dernier mandat. J'étais deuxième adjointe auparavant. Je monte en fait les marches petit à petit. On voit laquelle reste à franchir. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, c'est un atout pour nos territoires ruraux d'être dans les différentes chaînes, je dirais, des collectivités. Moi, je crois pertinemment à l'avenir de nos territoires et aujourd'hui, j'avais envie effectivement d'être présente à différentes strates pour prouver mon engagement auprès des citoyens, mais aussi de la ruralité d'une manière générale. Alors, multi-casquette, multi-indemnité, c'est un petit peu notre marotte ici. On va voir un petit peu ce que ça donne en tant que vice-présidente du conseil départemental. Donc, 1 940 € brut en tant que conseillère départementale, plus 40% comme vice-présidente. S'y ajoutent les indemnités des postes que vous venez de décrire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui peuvent toujours se poser quelques questions par rapport à ça ? Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas voir que le cumul des indemnités, mais aussi le cumul des fonctions, qui est relativement intéressante dans ces différents niveaux, puisque je vais prendre un exemple très concret. Dans ma commune, par exemple, je suis en charge des affaires scolaires. Au niveau de la communauté de communes, on a la compétence scolaire et périscolaire. Je siège en tant que conseillère départementale au niveau du CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale. Donc, à ces différentes échelles, je suis en capacité aujourd'hui d'évaluer les besoins de territoire et de faire évoluer la politique dans le domaine. Donc, ce qui vous fait des très grosses semaines, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez calculé votre voilà, volume alors horaire. Ça me fait des très grosses semaines. J'ai une capacité de travail qui est relativement importante et Alain Roussel le souligne toujours. Je ne compte pas mes heures et en revanche, j'ai dû renoncer à une partie de mon activité professionnelle pour aujourd'hui arriver à satisfaire en tout cas les missions qui me sont confiées. Donc je suis tout à fait aujourd'hui consciente que cet engagement est important pour mon territoire et à différents niveaux en tout cas des collectivités que je représente aujourd'hui. C'est dit, on en vient au fond du sujet. Vous êtes donc vice-présidente du CD 88 en charge de l'action sociale, qui est le plus gros budget de très loin, près de 55%. Le deuxième plus gros budget après l'autonomie. Oui, c'est ça, mais si on fait le cumul des deux, on est presque à 55% de la globalité. Des dépenses en hausse constante, à l'instar du RSA, dont le coût a augmenté autour de 11% en 2021, d'après ce que j'ai compris. La question de l'autonomie également, on va vous voir là dans les EHPAD. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Quelles sont les actions concrètes pour faire vivre cet aspect social sur le département et comment éviter la crise budgétaire, puisqu'on sait que depuis des années, ça enfle. Alors aujourd'hui, au niveau du RSA, nous souhaitons nous expérimenter et développer des solutions innovantes. On sait pertinemment que le plus gros coût lié à l'insertion est notamment celui du RSA, puisque ça représente à peu près 70 millions d'euros par an au titre du versement de la prestation. On sait qu'on a aussi des gens en difficulté, mais il y a des perspectives d'avenir sur nos territoires, notamment par rapport aux emplois. Il y a un nombre d'emplois relativement conséquent. Donc aujourd'hui, ce que l'on souhaite faire, et ça ce sera pour la plupart des élus le mandat de l'insertion, c'est de développer les partenariats entre les entreprises qui recherchent et les bénéficiaires du RSA qui seraient les plus proches de l'emploi. Donc le travail de terrain est relativement important pour nous. Ouais, faire corréler un petit peu les emplois non pourvus et ce nombre de personnes qui est au RSA aujourd'hui. On va parler de votre territoire qui est concerné aussi par ce qu'on vient de dire, le sud-ouest des Vosges, que vous connaissez évidemment particulièrement bien. Je vous aurais reçu il y a encore 5 ans, il faut se dire la vérité. On aurait parlé de sinistrose, de ce qu'on entend depuis longtemps sur le sud-ouest des Vosges, c'est-à-dire la baisse démographique, la fermeture des écoles, des collèges, des maisons qui ne se vendent pas. Aujourd'hui, il y a vraiment des signaux intéressants. Depuis quand et quels sont ces signaux ?
Alors moi, je me suis aperçue des signaux qui étaient intéressants lors de mon élection de vice-présidente au sein de l'intercommunalité des Vosges côté sud-ouest, parce que nous avons la compétence d'IIA, donc déclaration d'intention d'aliénation, ce qui signifie qu'on a un regard sur le droit de préemption des maisons qui sont vendues sur le secteur. Et pour citer un exemple concret, en juillet 2020, lors de notre prise de fonction, il y avait 40 maisons à vendre à Montureux-sur-Saône. Aujourd'hui, on en a vendu 28. Donc c'est un signal qui est relatif. Quel profil des gens qui viennent acheter? Alors on a essentiellement des gens, des jeunes retraités qui viennent chercher la nature également. Et puis on a quelques salariés du secteur, notamment chez Mérin International par exemple, qui ont quitté Épinal et qui sont venus s'installer à la campagne. Est-ce qu'il y a des gens d'autres régions aussi? On parle beaucoup de l'exode urbain au niveau français aujourd'hui. Est-ce que ça se retrouve chez vous un petit peu? Alors à la marge, on a quelques Alsaciens, quelques gens qui viennent du Midi, mais c'est essentiellement des gens en tout cas qui résidaient déjà dans le département. Donc en termes d'attractivité plus large, il y a encore du travail quand même évidemment pour essayer de convaincre qu'il fait bon vivre chez vous comme ailleurs. La communication sera le plus grand de nos atouts et on est plutôt optimiste parce qu'on voit aussi qu'en termes d'effectifs des enfants dans les écoles, par exemple, il n'y a pas eu de baisse. On est un des rares territoires vosgiens qui n'a pas connu de fuite d'élèves, alors qu'on en perd 900 par an sur le département des Vosges. Et puis, un signal important qu'on a observé ces derniers temps, c'est que nos garderies périscolaires et nos crèches sont à saturation. Donc, on est en train de réaliser un travail d'observatoire pour essayer justement de compenser ce problème de place. On va parler un petit peu de forêt aussi, avec cette candidature au label d'Arnay Pays de la Vosges en tant que forêt d'exception. Il y en a une quinzaine, je crois, des forêts publiques en France. Un projet énorme avec 100 à 150 000 visiteurs espérés. C'est un atout important, évidemment, à l'avenir. Depuis toujours, j'entendais Alain Roussel qui disait que Darnay était une forêt d'exception, que c'était le plus grand de nos atouts sur le territoire. Alors personnellement, moi qui l'avais eu sous la vision depuis ma plus tendre enfance, je ne voyais pas réellement ce que pouvait représenter une forêt. Oui, c'est ça. Voilà, on l'a sous les yeux, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en définitive, on n'avait pas mesuré combien on pouvait, autour de cette forêt, développer de projets. Alors on a beaucoup de communes qui se sont lancées à l'aventure avec des projets de sylvatum, avec des projets pédagogiques en lien avec les écoles, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on espère que cette forêt pourra développer aussi la partie tourisme sur notre secteur, parce qu'on est un petit peu le parent pauvre du département. On met souvent, malheureusement, en balance la plaine et la montagne, mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi des atouts dans le secteur avec sport nature, tout ce qui peut, en tout cas, tourner autour de la verdure. Échéance dans quelques années. On l'espère. Un mot sur la vaccination pour finir cet entretien sur votre territoire. Vous êtes beaucoup investi dans cette mission. On va d'ailleurs voir quelques images autour du centre éphémère, notamment de Montureux-sur-Saône qui a fermé fin juillet. Aujourd'hui, on est sur une autre stratégie. Clairement, les gens qui avaient envie ou qui souhaitaient le faire l'ont fait. Aujourd'hui, il faut aller les chercher. C'est ça l'idée? Oui, on a encore des publics qui sont loin de la vaccination, qui n'ont pas forcément eu la bonne information, qui sont frileux par méconnaissance ou par information erronée. Et effectivement, on va développer nous aussi le aller vers. Alors on va travailler prochainement avec le bus Le Traversier, qui est porté par les PEP 88 et la Croix-Rouge. On va travailler avec la CPAM pour connaître davantage les communes qui auraient eu moins recours à la vaccination. Et puis on va se déplacer au cœur des communes. C'est déjà le cas, par exemple, à La Marche, où on va faire une première journée en octobre, de façon à ce que les personnes puissent aussi venir à la rencontre des médecins et des infirmiers, ne serait-ce que pour avoir l'information. Peut-être pas avoir recours d'emblée à la vaccination, parce que je pense que ça nécessite parfois un temps de réflexion, mais qu'elles aient au moins la bonne information. À suivre, Carole Thiebaud-Godet était notre invitée dans cette émission Parole d'élu. On se retrouve très vite pour un autre entretien politique qui revient donc toutes les semaines.